Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale. Suite au cours de la deuxième partie, la géodynamique externe, je vous propose le chapitre de la datation des roches sédimentaires. On commence par l'observation d'un ensemble des éléments qu'on a trouvés dans la nature. Ici, il s'agit donc des traces d'ammonites, les dents de requin, les traces de plantes de fougères. Ici, il y a l'ammonite trouvé à la région d'Imswen. Et dans cette image, vous voyez qu'il y a les traces de pattes de dinosaures dans la région de Dmnet. Donc vous allez remarquer qu'il s'agit ici soit des restes des animaux, de végétaux, soit de traces d'activité de ces êtres vivants. Donc ici, on définit les fossiles comme restes ou traces d'activité des êtres qui vivaient dans des périodes anciennes, sont donc les fossiles. La situation de départ va nous montrer cette définition. Donc les roches sédimentaires et les couches sédimentaires aussi, ils contiennent des restes et des traces d'activité des êtres vivants qui vivaient dans des périodes géologiques anciennes, sont donc des fossiles. On va poser un ensemble de questions à propos de ces fossiles et la datation générale. Comment se forment les fossiles? Quelle est l'importance géologique de ces fossiles et comment dater les roches sédimentaires? On commence par la formation des fossiles. On exploite les documents. Vous allez remarquer ici, ensuite, on essaye de déterminer les étapes de la formation d'un fossile. Ici, il s'agit de trilobites. Donc, c'est un arthropode, c'est un animal qui vivait dans la mer, c'est un animal marin. Donc, il y a 370 millions d'années, cet animal continue donc à vivre dans les eaux de la mer. Après sa mort, vous voyez qu'il y a début d'enfouissement du cadavre sous les sédiments. Continue ici, donc vous voyez qu'il y a le dépôt d'un ensemble de sédiments. Après, il y a un enfouissement total de la carapace de cet animal. Après, donc, il y a les déformations géologiques et aussi il y a l'action de l'érosion, c'est-à-dire un ensemble de phénomènes géologiques qui va nous permettre après de découvrir ce fossile. Donc, vous voyez que le fossile vivait après des millions d'années. Vous voyez que le trilobite, il vivait environ 470 millions d'années, c'est-à-dire dans les ères géologiques qui sont très anciennes. Et on a essayé de découvrir après le fossile appelé le trilobite. Donc à partir de ces étapes, on va essayer de déterminer comment, c'est-à-dire les conditions nécessaires de cette fossilisation. Donc la première condition nécessaire, le corps de l'animal qu'on voyait, il doit contenir des organes qui sont durs, c'est-à-dire des organes qui ne se décomposent pas sous l'action des microbes, qui ne contiennent pas de la matière organique. Exemple, les os, les carapaces, les crânes, les dents, etc. Donc c'est ça la première condition. La deuxième condition, une fois l'animal est mort, le cadavre doit donc être enfoui directement après la mort sous les sédiments. Donc vous voyez la deuxième condition nécessaire pour garder, pour conserver ces traces d'animaux ou les restes dans les sédiments. Donc ce sont donc les deux conditions nécessaires de la fossilisation. Parfois, on peut trouver l'animal complet. Exemple ici, dans la Sibérie, des chercheurs, ils ont trouvé un animal très géant qui ressemble à un éléphant, qui s'appelle le mammouth, conservé totalement dans la glace. Donc il s'agit ici de la fossilisation qui est complète, contrairement à la fossilisation qui nous donne uniquement des parties, surtout les parties dures du corps de l'animal. Donc vous allez remarquer qu'il y a deux types de fossilisation. Soit il est complète, totale,
c'est-à-dire la totalité de l'organisme conservé, soit uniquement une partie du corps de l'animal ou du végétal conservé. Dans la conclusion, on donne donc la définition des fossiles et la définition de la fossilisation. Donc les fossiles sont des restes et des traces des êtres vivants qui ont vécu dans le passé, exemple les trilobites, les ammonites, les dents de requin, traces du dinosaure. Le phénomène de formation des fossiles, c'est la fossilisation, qui se fait selon deux conditions nécessaires. C'est-à-dire l'organisme il doit contenir des organes qui sont solides, qui échappent à la décomposition, l'action des décomposeurs, les microbes, les vers, etc. Donc les os, les dents, les crânes sont les organes qui sont durs. Et puis la deuxième condition, c'est l'enfouissement rapide du cadavre dans les sédiments. Donc il doit être recouvert pour échapper à la dissolution des éléments qui sont durs, parce que même si il y a des éléments qui sont durs, par l'action de l'acidité des eaux, des pluies, ils vont donc décomposer le CaCO3, le calcaire, qui constitue ces organes qui sont durs. Pour les types de fossilisation, j'ai dit qu'il y a une fossilisation partielle, uniquement la conservation d'une partie du corps. Il y a la fossilisation qui est complète, c'est-à-dire la totalité de l'organisme. Ici, l'exemple sont donc les mammouths. Et puis, il y a un autre type, c'est uniquement avoir les traces externes ou internes, on appelle donc le moulage. On passe maintenant à l'importance géologique des fossiles, c'est-à-dire l'intérêt de ces fossiles pour la géologie. On commence par un type de fossiles appelé les fossiles stratigraphiques, qu'on va découvrir à partir de cet exercice. Et si on vous donne des différents types de fossiles, des exemples, vous avez ici les trilobites, les ammonites et puis les nummulites. Vous allez observer que chacun de ces fossiles caractérise une ère géologique bien déterminée. Par exemple, les ammonites, les trilobites plutôt, vivaient entre moins 550 MA, c'est-à-dire millions d'années, jusqu'à 240 millions d'années, puis ils disparaissent. Après la disparition des trilobites, il y a l'apparition d'une autre espèce, sont donc les ammonites, qui vivaient aussi pendant une période bien déterminée, jusqu'à 65 MA. Après leur disparition, il y a l'apparition d'un troisième type, ce sont donc les nummulites. Donc vous allez remarquer que chaque type caractérise une ère géologique bien déterminée. Les trilobites caractérisent l'ère primaire, les ammonites pour le secondaire et puis les nummulites pour le tertiaire. Si je compare avec un autre type, une autre espèce de fossiles, ce sont donc les liminés. Vous allez remarquer qu'ils sont apparus dès la moitié de l'ère primaire, au milieu, et ils continuent à vivre jusqu'à nos jours. Donc, ils ont une période de vie qui est très longue. Si je compare donc les deux types de fossiles, vous allez remarquer que cette catégorie, c'est-à-dire les trois types, ils ont une période de vie bien déterminée, bien limitée, entre l'apparition et la disparition. Ils sont disparus. Par contre, ce type, il continue à vivre donc une durée de vie qui est très longue. Donc la première caractéristique de ce type, appelée les fossiles stratigraphiques, ils ont une durée de vie qui est bien limitée dans le temps, c'est-à-dire que chaque fossile caractérise une ère géologique bien déterminée. On va découvrir d'autres propriétés. Toujours l'exemple des ammonites qui caractérise l'ère secondaire. Vous allez remarquer que dès l'apparition, il y a une forme des coquilles, mais vous allez remarquer qu'il y a une transformation, une évolution de la forme de la plus simple vers la plus complexe entre l'apparition et la disparition. On parle donc de l'évolution rapide, c'est-à-dire que ce genre de fossiles, les fossiles stratigraphiques, ils ont une deuxième propriété, c'est-à-dire qu'ils évoluent rapidement pendant leur existence entre l'apparition et la disparition. On va découvrir d'autres choses. Donc, pour les fossiles stratigraphiques, ils ont trois propriétés. La première, c'est-à-dire, j'ai déjà dit qu'ils ont une vie limitée dans le temps.
entre l'apparition et la disparition. Deuxième propriété, c'est la répartition géographique qui est très grande. C'est-à-dire que ce type de fossiles stratigraphiques, on les trouve dans toutes les régions du monde. Les ammonites, par exemple, on peut les trouver dans toutes les régions. Donc, ils ont une vaste répartition géographique. Pour l'évolution, à partir de documents précédents, on a vu que les ammonites, par exemple, elles subissent une évolution rapide. Donc, c'est la troisième caractéristique de ce type de fossiles qui sont appelés les fossiles stratigraphiques. On passe maintenant au rôle. Quel est le rôle de ces fossiles? Puisqu'ils caractérisent des périodes bien déterminées, donc ils doivent être utilisés pour la datation des roches sédimentaires et leur formation, et aussi pour subdiviser l'ère géologique en 4 ères principales, sans entrer dans les détails de la subdivision. L'ère primaire caractérisée par les trilobites, le secondaire par les ammonites, l'ère tertiaire par l'unumilite et puis le quaternaire caractérisé par l'apparition de l'homme. On passe maintenant au deuxième type, ce sont donc les fossiles de faciès qu'on va comparer aux autres. Donc pour les fossiles de faciès, comme le nom l'indique, le rôle c'est de déterminer les milieux de sédimentation, les conditions de sédimentation. Ce genre de fossiles continue à vivre, leur espèce qui leur ressemble continue à vivre jusqu'à l'heure actuelle. Donc ils n'ont pas de durée limitée. Et la deuxième propriété, c'est-à-dire qu'ils ont une répartition géographique bien précise, nécessitent des conditions précises. C'est pour ça qu'on peut les utiliser pour déterminer les conditions de la sédimentation des roches sédimentaires. Par exemple, si je trouve des foraminifères dans une roche sédimentaire, je vais en déduire que cette roche se forme dans un milieu marin profond, par exemple, etc. Donc, si je trouve des fossiles qui sont continentales dans nos jours, c'est-à-dire que, par exemple, les coquilles d'escargot, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un milieu continental. Donc, vous allez remarquer que le rôle de ce type de fossiles, il nous donne l'idée sur le milieu de sédimentation des roches sédimentaires. Pour leurs propriétés, c'est tout à fait le contraire des propriétés des fossiles stratigraphiques. La période, elle est non limitée, elle est très longue, ils continuent à vivre, donc ils ne sont pas disparus. La répartition géographique, elle est restreinte, limitée, parce qu'elle nécessite des conditions de vie précises, ne subissent aucune évolution pendant leur vie. Donc, leur rôle, c'est de déterminer, comme j'ai dit, les conditions de sédimentation et puis de reconnaître la géographie ancienne, c'est-à-dire la position des mers. Par exemple, si je trouve des dents de requin dans une région, je vais en déduire que la région était envahie par les mers. Par exemple, au Maroc, les couches des phosphates, ils sont riches en dents de requin. Par exemple, on les trouve à Khouribga, Bokra, Youssoufia. C'est-à-dire que ces régions maintenant sont des régions continentales qui ne sont pas envahies de mer. Ça va nous donner donc l'idée que ces régions étaient dans les aires géologiques anciennes, sous forme de mer. Et puis, il y a une régression des mers. C'est ce qu'on va voir après. Ensuite, pour dater les roches sédimentaires, on a besoin d'une autre branche de la géologie, c'est la stratigraphie, c'est l'étude des strates qui nous donne 3 principes fondamentaux pour dater les roches. Et cette datation, elle est relative, c'est-à-dire on dit qu'une couche sédimentaire elle est plus ancienne qu'une autre ou plus récente, donc on ne détermine pas l'âge précis comme pour la datation qui est relative, qui utilise la radioactivité des éléments radioactifs, l'uranium, le carbone 14, donc c'est un autre niveau. On commence par le premier principe, c'est le principe de superposition qu'on va découvrir à partir des documents. Vous remarquez que les couches sédimentaires dans la nature, ils sont superposés parallèlement, comme vous les voyez, s'ils ne sont pas déformés.
ce schéma, donc cette photo, on va la convertir, on va la transformer en un schéma équivalent en désignant les noms des couches sédimentaires de A jusqu'à I, comme vous voyez ici. Si je prends l'exemple de la couche B, vous la voyez, elle est sur la couche A, elle est sous la couche C. Donc si je veux déterminer l'âge, je vais dire que la couche B, elle est récente par rapport à A, parce que A qui est en bas, qui est la plus ancienne, la première qui se dépose. Donc B, elle est plus récente que A, parce qu'elle est sur A, elle est plus ancienne que C, parce qu'elle est en dessous. Donc vous allez remarquer qu'une couche sédimentaire, on détermine son âge par rapport aux deux autres couches. Celle qui est en haut, elle est plus récente. Celle qui est en bas, elle est plus ancienne. C'est ça le principe de superposition qu'on détermine le long d'une série stratigraphique. Pour la conclusion donc du principe, les couches sédimentaires, les plus récentes sont en dessous, comme j'ai dit, les plus anciennes sont en dessous, et les plus récentes sont en dessus. On parle donc du principe de superposition, mais la condition nécessaire, il faut que ces couches sédimentaires ou strates ne soient pas déformées. S'ils sont déformés, donc il s'agit d'un autre cas qu'on va déterminer après. Et si je vous donne un exercice d'application, on vous donne une série sédimentaire, on vous demande donc de déterminer l'âge de I, de la couche I, par rapport à H. Vous voyez que I, elle est en dessus de H, donc elle est plus récente que H. La deuxième question vous demande de déterminer l'âge de G, la couche G, par rapport à E et H. Donc E, elle est située en bas, donc E, elle est plus ancienne que G, H, elle est plus récente que G. C'est le principe donc de la superposition. Deuxième principe, c'est celui de la continuité. On va découvrir à partir de ce schéma. Si vous allez remarquer qu'il s'agit de deux séries sédimentaires séparées dans l'espace. La première série constituée de trois couches ABC, la deuxième série A'B', C'. On vous demande donc de déterminer l'âge des couches de la série 1 par rapport aux couches de la série 2. Je prends par exemple A, elle est en bas. Je compare son âge avec A' qui est en bas. Vous allez remarquer que A et A' ont la même position. Toutes les deux sont en bas. Et aussi, ils contiennent les mêmes constituants, les mêmes faciès. Donc, ils ont le même âge, à condition que ces distances ne dépassent pas 25 km. Donc, il faut que ces séries sédimentaires ne soient pas très éloignées pour appliquer ce principe de continuité. Pour C et C', vous allez remarquer que c'est la même chose. Il y a le critère de la position, même faciès, donc même âge. Mais pour B et B', ils ont même position, ils sont au milieu, mais vous allez remarquer qu'il y a une différence de faciès. Malgré la différence de faciès, on peut dire qu'ils ont le même âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés entre deux couches qui ont les mêmes âges. Donc, une déduction mathématique, si par exemple C', B', il est compris entre C' et A', B entre C et A, automatiquement B et B' auront presque même âge. On parle toujours de l'âge qui est relatif et n'est pas bien précis. C'est ça le principe de continuité. C'est-à-dire que ces couches avant formaient une seule qui est continue, mais par l'action de l'érosion, il y a donc ces sédiments sont érodés et puis on remarque une séparation des séries sédimentaires. Le principe est donc le suivant. Une couche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue, là où elle se trouve horizontalement, mais j'ai dit dans une distance bien qui ne soit pas très grande, même si sa composition change, c'est-à-dire les faciès changent, malgré les discontinuités dues à l'érosion dans une distance qui ne dépasse pas donc plus de, j'ai dit 25 km, donc la distance ne doit pas être très grande, on parle donc du principe de continuité. Un exercice d'application vous donne deux séries sédimentaires,
vous allez voir que les séries qui sont en haut, même faciès, même position, donc même âge. En bas, la même chose, même âge. Au milieu, malgré la différence de faciès, ils ont même âge. On parle donc du principe de continuité. Le dernier principe, le troisième principe, c'est le principe d'identité paléontologique. On a déjà parlé. La paléontologie, c'est quoi? C'est l'étude des fossiles. C'est une branche de la géologie. Donc ici, identité, c'est-à-dire même. C'est-à-dire qu'on va découvrir donc notre étude va être basée sur la paléontologie, c'est-à-dire les fossiles, et surtout les fossiles stratigraphiques. On a déjà dit qu'ils sont utilisés pour la datation des roches. Vous allez remarquer ici deux séries sédimentaires qui sont séparées dans l'espace, très éloignées. Donc on ne peut pas appliquer le principe de la continuité, de dire par exemple que ces deux couches qui sont en bas ont même âge. Non, c'est faux, parce qu'il y a une très grande distance entre les deux séries sédimentaires. Mais si on va utiliser un autre raisonnement, on va chercher ici qu'il y a les mêmes. Vous allez remarquer que la couche 1 dans la série 1 et la couche 2 dans la série 2, ils ont même fossiles stratigraphiques, les ammonites. Donc je vais dire, je sais que les ammonites caractérisent l'ère secondaire, c'est-à-dire que les deux couches en même âge, ils sont toutes formées, sédimentées pendant l'ère secondaire. Donc c'est ça le principe de l'identité paléontologique. Jusqu'ici, j'espère qu'on a bien expliqué les phénomènes. Je vous remercie et à la prochaine fois.